moi, la crédibilité, c'est la capacité d'un message, d'une information, d'une parole à être crue, à être digne de confiance. Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je suis avec Anne de Warren, directrice de la communication corporate des laboratoires Pierre Fabre. Avec Anne, nous allons aborder le thème de la crédibilité dans la communication, un sujet qui peut vite devenir compliqué et glissant pour beaucoup de communicants, surtout lorsqu'on opère dans un secteur aussi sensible que la santé. Bonjour Anne, enchantée. Bonjour Barbara. Anne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs? Oui, bien sûr. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais de la communication, à la fois en agence et chez l'annonceur. J'ai démarré en fait ma carrière chez CLMB BDO, donc une grande agence de publicité. Après, je suis passée chez Lowe Strateus et j'ai vraiment travaillé sur des campagnes publicitaires, donc plutôt de la com externe, grands médias pour des marques de grande consommation. Et puis ensuite, j'ai fait un virage à 360 degrés parce que j'ai rejoint une institution qui est l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour piloter un programme de santé publique sur les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et puis ensuite, il y a une dizaine d'années, j'ai rejoint un groupe anglo-saxon, le groupe Walgreens Boots, pour prendre en charge la communication de la filiale France. Et plus récemment, il y a 7 ans, j'ai rejoint le groupe Pierre Fabre et je suis aujourd'hui en charge de l'ensemble des prises de parole corporate, donc du groupe, de la marque Pierre Fabre, on pourrait dire, que ce soit en interne ou en externe. Et en ce qui concerne Pierre Fabre, il s'agit d'une entreprise très connue en France avec des marques emblématiques très appréciées par les consommateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, la première chose à savoir, c'est que les laboratoires Pierre Fabre, c'est un groupe qui a déjà 60 ans. On a fêté les 60 ans du groupe l'année dernière. On est très fiers. C'est un bel âge, 60 ans. Et c'est un groupe qui finalement est construit autour d'une double expertise, à la fois le médicament et la dermocosmétique. Et c'est vrai que tu parlais de marques emblématiques. Il y en a plein qui sont très connues du grand public, soit Autermalave, Chlorane, Aderma, René Furterer, etc. Le médicament est peut-être un petit peu le versant un petit peu moins connu du groupe. Mais en tout cas, on avance vraiment sur ces deux jambes-là avec une vision très globale de la santé, puisqu'on est là à la fois pour prévenir certaines pathologies et puis pour prendre en charge aussi des effets secondaires qui peuvent venir à la suite de traitements sur la peau, sur les cheveux, etc., au travers des produits de nos marques. On a vraiment un portefeuille assez large de oncologie, dermatologie, maladies chroniques, soins de la peau, du cheveu, etc. Et des marques, comme on le disait, connues et internationales, puisqu'on est présent dans plus de 120 pays avec nos marques. Peut-être pour dire un mot je vais pas s'abreuver de chiffres, mais quelques éléments clés sur notre chiffre d'affaires. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires qui tourne autour de 2,7 milliards d'euros et qui est réalisé à quasiment 70% à l'international. Un bel équilibre pour ce chiffre d'affaires. Et puis peut-être 2 éléments très spécifiques à notre laboratoire. Le premier, c'est notre structure actionnariale. On est aujourd'hui, notre actionnaire majoritaire est une fondation reconnue d'utilité publique, donc une fondation non pas mécène, mais une fondation qui agit sur le terrain, qui agit principalement en Afrique et en Asie. Ça donne beaucoup de sens à nos actions, ça nous donne une vision long terme, et c'est très spécifique aujourd'hui en France. Et en fait, notre deuxième spécificité, c'est vraiment qu'on est au sein des laboratoires Pierre Fabre, des innovateurs humanistes. En fait, on innove guidés par la science, avec notre exigence médicale, notre rigueur, avec vraiment la volonté de prendre soin, alors que ce soit bien sûr des patients et des consommateurs qui nous font confiance, mais aussi de nos partenaires, de nos collaborateurs. On a 9600 collaborateurs à travers le monde, des communautés aussi locales en Occitanie qui travaillent avec nous, pour nous, et puis de manière un petit peu plus éloignée, mais c'est quand même très important, des personnes qui sont plus vulnérables en Asie et en Afrique au travers de notre fondation, puisqu'elle agit dans ces pays-là pour prendre soin de ces populations locales. Pierre Fabre a récemment décroché la 2e place du palmarès des entreprises les plus crédibles en matière de communication dans le secteur de la santé. Et ça, selon une étude qui a été réalisée auprès de 5000 Français, avec un zoom spécifique sur les prises de parole en matière de RSE. Félicitations, car c'est très remarquable, surtout quand on opère dans un secteur aussi sensible que la santé, où j'imagine on doit faire extrêmement attention. Pourrais-tu nous parler des facteurs clés qui ont contribué au succès de votre entreprise dans ce domaine ? Bien sûr, alors
C'est vrai que moi, j'identifie plusieurs facteurs clés de succès qui sont, on va dire, un petit peu liés aussi à notre identité. Le premier, c'est le fait qu'on valorise beaucoup notre ancrage local. Dans le baromètre qui a été fait par Epoca et Harris Interactive, on voit que la composante locale d'une entreprise est très importante et finalement, plus l'entreprise a des racines locales et le fait savoir, plus elle est digne de confiance. À 60%, voilà, les entreprises locales, territoriales, très implantées sont dignes de confiance. Donc nous, on a la chance d'avoir cet asset, ce levier, et c'est vrai que c'est une réalité et on l'exploite entre guillemets en communication. Enfin, on le fait savoir, on valorise beaucoup le fait, par exemple, que 90% de nos produits sont réalisés en France, que 50% de nos actifs de nos produits sont réalisés à partir d'actifs qui sont produits et fabriqués dans le Tarn, à Gaillac. Voilà, c'est des choses qu'on valorise beaucoup en communication et on sait que c'est facteur de crédibilité. Donc ça, c'est le premier point. Je dirais que notre deuxième facteur clé de succès, c'est finalement notre culture médicale. On en parlait tout au début. On est un groupe qui a été fondé par un pharmacien, donc on a vraiment une culture de l'éthique, une rigueur pharmaceutique qui finalement se traduit dans l'ensemble de nos activités, même en dermocosmétique. Le fait qu'on soit un laboratoire, c'est quelque chose de très fort. Et du coup, en communication et par rapport à notre crédibilité, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant en utilisant ou en traitant beaucoup de témoignages de nos experts, de nos scientifiques, parfois de nos partenaires aussi, pour faire valoir ce caractère rigoureux, scientifique de tout ce qu'on fait, de nos études, de notre travail de laboratoire. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et un vecteur de crédibilité d'avoir cette parole scientifique en fait, dans nos innovations et dans tout. Et puis peut-être en ce qui concerne la RSE, puisque tu le soulignais Barbara, on a été particulièrement reconnu sur cette dimension-là. C'est vrai que de toute façon la RSE aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est attendu par tous. Enfin, on attend des entreprises qu'elles se positionnent sur le sujet et qui plus est les jeunes. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes, on sait qu'ils veulent non pas des paroles, ils veulent des actes, des choses fortes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans ce baromètre, c'est que donc si on regarde la RSE, on est 3e en matière de crédibilité RSE dans notre secteur de la santé. Déjà loin devant nos concurrents, mais si on regarde les jeunes, il y a un décrochage pour Pierre Fabre extrêmement fort et on a 56% de crédibilité chez les 18-24 ans, ce qui est très fort. On est près de 10 points au-dessus de notre premier concurrent. Donc plus la cible est jeune, plus on est crédible, plus Pierre Fabre est crédible. Donc c'est quand même un point fort, je voulais le souligner. Et sur cet aspect-là, finalement, notre communication, notre levier de succès, je pense que c'est vraiment la logique de preuve. On applique très clairement dans toutes nos communications. On a la chance d'avoir, la RSE, c'est pas un discours marketing chez Pierre Fabre, c'est vraiment un ancrage historique. Notre fondateur était donc je l'ai dit, pharmacien, mais botaniste aussi, passionné de nature. La biodiversité, c'est quelque chose qui était déjà présent chez Pierre Fabre. On est né des plantes, on cultive nos propres terres dans le Tarn. La nature, c'est une source d'inspiration pour le groupe. Et du coup, on a plein de choses à raconter. On a une matière énorme et c'est quelque chose qu'on exploite beaucoup avec, là encore, des chiffres, des témoignages, des choses très concrètes, très factuelles pour montrer que, on est dans quelque chose qui est réel, qui est vrai chez le groupe. Et la vérité, je pense qu'on en parlait, mais c'est quelque chose d'important quand on parle de crédibilité. Tout à fait. Et Anne, compte tenu de ton expérience, comment est-ce que tu définirais la crédibilité dans la communication en général? Et pourquoi penses-tu qu'il est important pour une entreprise d'établir et surtout de la maintenir sur le long terme auprès de son public? Justement, on évoquait le terme de vérité, mais finalement, pour moi, la crédibilité, c'est la capacité d'un message, d'une information, d'une parole à être cru, à être digne de confiance. C'est vrai que quand on fait de la communication, finalement, il y a plusieurs jalons quand on établit des stratégies de communication, des messages, etc. Je dirais que le premier jalon, c'est que le message soit suffisamment clair pour être compris. Déjà, sans parler de crédibilité, c'est qu'il soit compris. La deuxième chose importante, c'est que le message soit audible. Délivrer un message clair, s'il n'est pas audible, s'il n'est pas entendu via les bons canaux, vers les cibles qu'on cherche à toucher, on aura raté déjà une partie de son objectif. Mais finalement, la troisième étape, et l'étape pour moi qui est centrale, c'est que ce message, donc, qui est clair, qu'on peut comprendre, qui est audible par notre audience, c'est qu'il soit cru. Là aussi, on raterait l'objectif si on remplissait les deux premiers critères, mais que finalement, ce message, on se dit, oui, moi j'y crois pas du tout, c'est pas un message qui me touche et qui me semble crédible. Pour moi, c'est tout ça qu'il faut considérer. Finalement, la crédibilité, c'est une étape indispensable, c'est la troisième, et c'est celle qui va faire que finalement, on va arriver à faire
bouger les lignes, enfin déjà créer la préférence pour son groupe, et puis aussi faire varier quelque part nos items d'image et construire une image de groupe, un positionnement qui soit fort, qui soit différencié. Mais encore une fois, si on n'est pas crédible, rien ne va bouger, les lignes ne vont pas bouger. Donc c'est vraiment quelque chose de clé. Pour moi, c'est un socle de la communication des entreprises. J'ai envie de te demander aussi, j'imagine que c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, c'est vraiment un travail sur le long terme. Ah oui, ça s'inscrit dans la durée. C'est, pour moi, on ne décrète pas. Enfin, voilà, la crédibilité, déjà, c'est quelque chose qui est reconnu par les autres. C'est pas l'entreprise il faut être deux. Enfin, pour être crédible, c'est une relation à deux. Enfin, c'est en effet, c'est l'audience, c'est elle, les parties prenantes qui jugent la crédibilité. Et en effet, ça s'inscrit sur la durée. C'est quelque chose qu'il faut être patient pour construire sa crédibilité. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de la manière dont Pierre Fabre a fait preuve de crédibilité dans sa communication, tant en interne qu'en externe? Parce que j'imagine que ça se travaille sur plusieurs fronts. Bien sûr. Alors, premier exemple sur la communication externe, on a mis en place chez Pierre Fabre un indicateur qui nous permet de coter l'éco-socio-conception de nos produits, finalement pour aider le consommateur à mieux choisir, enfin, plus éclairé dans ses choix. Et en fait, donc, on a développé toute une campagne de communication en presse sur le web autour de cet indicateur, vraiment avec l'idée d'être très transparent dans les notes qu'on communiquait auprès du consommateur sur nos produits. Il y a des produits qui sont éco-socio-conçus, qui sont bien notés par cet indicateur, des produits sur lesquels on a des progrès à faire dans une démarche vraiment d'amélioration continue. Et on a vu quand on a pré-testé cette campagne auprès des consommateurs qu'ils étaient extrêmement favorables et extrêmement attentifs et positifs sur cette démarche d'amélioration continue, de voir qu'on communiquait pas que les produits les mieux notés, mais aussi qu'on était capable de dire, tel produit, il a cette note, il n'est pas encore socio-conçu, mais on travaille à l'améliorer. L'autre point dans cette campagne, c'est que finalement cet indicateur, il est cautionné par AFNOR Certification, qui est un organisme certificateur, donc un tiers extérieur à l'entreprise, parce que c'est facile de se noter tout seul dans son coin, d'établir des notes sur ses produits. C'est beaucoup plus fort si l'indicateur, il est cautionné par un externe. Et je trouve que ça, c'est vraiment aussi un facteur de crédibilité important. Je voulais citer sur cette campagne. Zéro bullshit, ne pas être que sur les succès, mais aussi sur des zones d'amélioration. Je pense que c'est un bel exemple de transparence. Donc ça, en externe. En interne, je pourrais peut-être revenir sur une action qu'on a menée et qu'on continue à mener autour de notre performance financière et la santé du groupe. Le groupe a entamé en 2019 une grosse transformation qui était nécessaire parce que si l'on voulait revenir dans un schéma de croissance rentable, donc de pérennité du groupe, on était un petit peu défaillant sur ce point de vue-là, et l'idée c'était vraiment de renouer avec la profitabilité pour pouvoir continuer à innover, etc. Donc en 2019 est lancé un gros plan de transformation qui passe par des éléments d'organisation, des éléments de culture, de modalités de travail, une organisation plus matricielle, etc. Donc des gros changements. Et il fallait vraiment qu'on soit pédagogue vis-à-vis de nos collaborateurs, qu'on leur explique qu'est-ce qui n'allait pas et puis vers quoi on allait. Et c'est vrai qu'on a fait un gros effort de pédagogie pour vraiment expliquer quelle était la réalité de la performance du groupe et que en termes de profitabilité, on n'y était pas et qu'il fallait s'améliorer et trouver les moyens et les leviers. Sinon, on ne pouvait pas continuer comme ça. Et cette prise de conscience, donc on a utilisé beaucoup de leviers de communication, beaucoup de prises de parole de notre top management, de notre directeur général qui s'est beaucoup impliqué pour parler à nos collaborateurs, pour les rencontrer. Il y a eu sur 3 ans, beaucoup d'entretiens de la transformation pour essayer de lever les incompréhensions qu'il pouvait y avoir auprès de nos collaborateurs. On a mis en place des podcasts avec notre directeur financier pour qu'il puisse expliquer la performance, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'il fallait encore faire, quels étaient les efforts à faire. On a aussi mis en place au cours de ce plan de transformation, et je pense, c'est très apprécié de nos collaborateurs aujourd'hui. On a des audiences qui avoisinent les 3000 écoutes des vidéos qu'on fait, donc de notre directeur général bimensuel. Donc tous les 15 jours, notre directeur général prend la parole sur des sujets de business, de performance, un format qui est court, qui n'excède pas les 6-7 minutes. Mais c'est vraiment devenu un rendez-vous et ça participe, et on l'a mesuré dans une enquête d'engagement, plusieurs années, un baromètre de la transformation également au début de ce plan. À la lisibilité, à la compréhension, et là aussi, c'est encore un effort de transparence qui est exigeant, mais qui, je pense, permet vraiment à tous de mieux comprendre et finalement de progresser ensemble.
Et justement, tu évoques à plusieurs reprises cette notion de transparence. Quel rôle joue la transparence dans la construction de la crédibilité de la communication et comment trouver un équilibre entre transparence et protection des informations sensibles? Tu as tout à fait raison. C'est vrai que voilà, chacun a son opinion et parfois quand il y a des informations, des messages qui sont partagés par la communication corporate, par exemple, tout le monde peut ne pas être forcément d'accord ou avoir un avis un peu différent. Alors je dirais que moi, il y a deux choses que je voudrais souligner. La première, c'est que dans l'entreprise, la communication corporate fait un effort pour passer certains messages, etc. Mais la communication ne doit pas être seule. Elle n'est pas seule. Il y a des relais en fait dans l'entreprise pour aussi accompagner et peut-être expliquer, aller plus loin dans l'explication, dans la pédagogie, notamment quand il y a des voix qui s'élèvent et qui peuvent questionner ou ne pas comprendre certaines choses. Donc nous, je parlais tout à l'heure du plan de transformation qu'on a vécu chez Pierre Fabre. Typiquement, cette prise de conscience de une certaine forme de fragilité du groupe sur laquelle il fallait vraiment travailler pour revenir à une croissance rentable, ça a généré des questions, forcément. Enfin, c'est là aussi, cette prise de conscience, elle n'était pas forcément évidente. Et les managers ont joué un rôle important pour eux-mêmes accompagner ces messages, écouter, parce que c'est vrai que quand il y a comme ça des opinions discordantes, la première chose à faire, c'est quand même d'écouter et de comprendre, qu'est-ce qui n'est pas compris, qu'est-ce qui génère ces opinions-là. Donc on a travaillé sur un empowerment du management pour que le management ait les outils nécessaires pour répondre aux questions, donc sous forme classique, de Q&A, de training aussi des managers pour qu'ils puissent faire face à ça. Donc ça, je dirais, c'est le premier levier que je vois. Et puis on avait aussi, alors toujours dans cette notion un peu d'avoir des relais, dans notre communication, on avait bâti une communauté d'ambassadeurs de la transformation qui étaient donc là finalement des pairs de nos collaborateurs et qui étaient dans chaque pays. On avait une communauté d'un peu plus de 120 personnes qui étaient là pour écouter les réactions de nos collaborateurs, faire remonter des choses et puis nous permettre aussi d'adapter nos messages. Donc moi je dirais que se dire il y a d'autres relais que la communication corporate pour faire en sorte que quand il y a des divergences, elles soient écoutées, comprises, qu'on puisse y répondre, qu'on puisse discuter. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis deuxième point qui va un petit peu avec, mais c'est de vraiment laisser la parole ouverte. Il n'y a rien de pire finalement en termes de crédibilité que quand on sent qu'il y a des discordances ou des opinions de couper cette parole. Je trouve que c'est vraiment un point clé. Et là-dessus, nous, on a beaucoup travaillé sur un nouvel outil de communication interne, d'ailleurs accompagné par Sociable. Un outil qui nous permet, ce qu'on n'avait pas avant, diffuser l'information, mais de permettre une réaction, un engagement, des commentaires de nos collaborateurs. Et c'est quelque chose qu'on en avait discuté au lancement du projet, mais qu'on a souhaité laisser très ouvert. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on publie une information, il peut y avoir sur un sujet des réactions de notre public interne, de nos collaborateurs. C'est le moment de discuter, de répondre. C'est quelque chose volontairement qu'on n'a pas... Alors, on monitore, c'est-à-dire on surveille ces discussions-là, mais on les laisse très ouvertes et on ne les censure pas quelque part. Pour moi, en termes de crédibilité, c'est vraiment important. Ce que je comprends, en fait, c'est que la communication interne et les collaborateurs jouent un rôle très, très important dans la crédibilité de l'entreprise. Ah, mais c'est clair. Pour moi, c'est à la fois les premiers ambassadeurs et puis les premiers... les collaborateurs, quelque part, ils sont dans l'entreprise. Donc, ils vivent l'entreprise, ils vivent sa réalité, ils vivent déjà beaucoup de choses. Et parce qu'ils ont cette connaissance de l'intérieur de l'entreprise, ce serait dramatique de ne pas leur raconter, de ne pas leur dire la vérité. Donc ils sont extrêmement exigeants et c'est normal sur les informations qu'on peut leur partager. Et d'ailleurs, quand ça c'est quelque chose qui est reprécisé dans le baromètre EPOCA Harris Interactive, c'est que les collaborateurs sont le deuxième générateur de confiance. Donc à la fois quand ils parlent en externe, mais en interne, 74% après les clients. Donc quand ils s'expriment aussi sur l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qu'on croit parce que, comme je le disais, ils vivent l'entreprise de l'intérieur. Donc ils ont finalement quelque part accès à la réalité de l'entreprise. C'est super intéressant, mais si on devait maintenant conclure et juste résumer tout ce qu'on vient de se dire, quels seraient tes conseils ou astuces ou enseignements clés pour nos auditeurs qui cherchent à asseoir leur crédibilité en communication de leur entreprise? Je dirais moi j'ai en tête 3 conseils que je pourrais partager. Le premier, c'est finalement d'abord d'identifier nos leviers de succès. Une crédibilité, elle se base sur quelque chose qu'on a à dire et qui peut être, comme nous, un ancrage local,
social, un lien de confiance avec des partenaires, ça peut être des éléments d'image très positifs. Voilà, il faut trouver déjà ce qui fait la force de l'entreprise et sur lequel on va pouvoir bâtir sa crédibilité. Ça peut être aussi un climat social serein. Voilà, il y a plein de leviers qu'on peut trouver sur lesquels on va pouvoir bâtir sa communication pour construire sa crédibilité. En creux, ça veut dire aussi d'identifier les freins, les éléments aussi qui sont peut-être un peu plus sensibles et sur lesquels il va falloir travailler. Le deuxième conseil qui me semble important, c'est d'identifier des ambassadeurs et des alliés aussi pour bâtir cette crédibilité. Finalement, la crédibilité, on la construit pas tout seul. À la communication, etc., elle s'appuie sur je parlais tout à l'heure de témoignages, ça peut être des témoignages clients, de partenaires. Voilà, il faut faire cette cartographie d'acteurs qui vont pouvoir nous aider à rendre notre parole plus crédible. Encore une fois, on n'est pas tout seul et heureusement, et c'est très positif de pouvoir s'appuyer sur la parole d'autres pour être plus crédible. Et troisième élément, c'est d'être patient. On l'évoquait tout à l'heure, mais la crédibilité, ça ne se décrète pas. De toute façon, c'est d'autres qui la jugent. Hein. On peut pas être jugé partie de sa propre crédibilité et elle se construit dans la durée. C'est un exercice, voilà. Donc, patience pour progresser sur cet item-là. Maintenant, Anne, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Veux-tu partager avec nos auditeurs le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué dernièrement ? Alors, sans hésiter, L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. C'est pour moi un chef-d'œuvre de la littérature italienne, plutôt sicilienne même. C'est le portrait d'une femme, d'une femme incroyable, à la fois forte, lumineuse, qui a vraiment une soif de savoir et c'est l'histoire de sa vie, donc sur tout le XXe siècle. Voilà, c'est une leçon de modernité, voilà, tout est abordé. Il y a l'économique parce que c'est une femme qui va grandir dans la société, trouver sa place, la sexualité aussi parce qu'elle a une sexualité libre, libérée et voilà, moi j'ai rarement vu, c'est aujourd'hui dans mon panthéon littéraire, je lis beaucoup mais c'est vraiment un très très beau livre, un chef-d'œuvre. C'est une lecture exigeante mais on est transporté du début jusqu'à la fin, donc à lire absolument. Excellent choix, si je peux me permettre, que je partage. Merci beaucoup Anne. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité pour partager sur ce podcast. C'était un Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt!